Et c'est parti. Donc aujourd'hui, on va parler pendant 3/4 d'heure d'un thème qui m'est cher, qui nous est cher chez Rubato, qui est le potentiel sous-estimé des cabinets d'avocats. Je croise souvent, très souvent, des confrères, des consoeurs qui parlent en expertise juridique mais ne voient pas toujours le potentiel de leur cabinet d'avocat. Et c'est de ça dont on va parler, en disant, mais est-ce que l'on peut regarder un peu différemment les entreprises que sont nos cabinets pour en évaluer tout le potentiel et pouvoir faire évoluer notre façon d'exercer ou de gérer notre entreprise pour que ce soit plus cohérent avec le potentiel qu'il y a au sein de ce cabinet. Alors, qui suis-je? En 2 mots, Jean-Philippe Cornet, je suis le fondateur de Rubato, j'ai été juriste en cabinet d'avocat puis en protection juridique, je faisais du contentieux immobilier, ça pendant presque 15 ans. Du fait de l'expertise qu'on a développée chez Rubato sur l'organisation des cabinets d'avocats, on est devenu formateur, je suis devenu formateur pour plusieurs écoles d'avocats dans les programmes de formation continue sur les thèmes d'organisation des cabinets d'avocats, de rentabilité, d'optimisation de la relation client, etc., etc. Question que je voulais vous poser, ben, n'hésitez pas à interagir avec moi via le chat, ou à monter sur scène, je répète, pour que l'on puisse en discuter de vive voix. Le potentiel d'un cabinet d'avocats, en fait, on parle de quoi? Et d'après vous, on parle de quoi? Qu'est-ce que c'est que le potentiel d'un cabinet d'avocats? Ben, n'ayez pas peur, hein. Il n'y a pas de mauvaise réponse, il n'y a que des questions non posées. Ok. Eh ben, je continue, je réponds à ma propre question. On parle de quoi quand on parle d'un potentiel? Pour nous, analyser le potentiel d'un cabinet d'avocats, c'est une analyse multifacette. Parce qu'il faut justement regarder le cabinet d'avocats comme une entreprise, sur ce point-là, qui a des particularités liées à la profession, à la déontologie, à l'éthique, au monopole, aux règles de respect des pratiques, de l'activité, de la représentation, etc. Il y a plein de particularités sur la façon d'exercer l'expertise juridique, mais le potentiel d'un cabinet d'avocat ne se résume pas à la technicité ou à la capacité juridique du cabinet ou de l'avocat. C'est aussi un potentiel financier. Je ne parle pas que de facturation, hein. Les locaux, être propriétaire de ces locaux, la clientèle, les outils, les process qui ont été mis en place, etc., ça a une valeur de l'outil qu'est votre entreprise cabinet d'avocat. Je ne parle pas de votre savoir et de votre expertise en tant que praticien. C'est pareil, un potentiel commercial. La spécialité que vous avez, la façon que vous avez de travailler, l'expertise, l'expérience, les relations que vous avez, le nombre de clients qui viennent vers vous, qui vous recommandent, etc., c'est un potentiel commercial. C'est-à-dire que c'est cette analyse du potentiel qui vous permet d'être à peu près sûr du nombre de dossiers qui vous tomberont dans les pattes l'année prochaine. Et c'est un potentiel humain. Est-ce que je suis tout seul? Est-ce que tout repose sur la personnalité de l'indépendant ou de l'associé? Quelles sont les personnes que l'on a embauchées? Un collaborateur devenu senior, peut-être futur associé, ça renforce le potentiel humain. Plusieurs collaborateurs dans des expertises identiques ou alors complémentaires, des assistants, des assistantes, pour certains plus gros cabinets, des comptables, pour d'autres des responsables du développement business, pour d'autres des office managers, des community managers, des prestataires, etc. C'est tout un potentiel humain aussi. Et le potentiel du cabinet va se traduire à travers tout ça. Oui, bien sûr, en tant que juriste, sortant de la faculté de droit, etc., on pense automatiquement à la valeur des productions juridiques, donc à la technique juridique.
Mais c'est aussi parce que toute l'organisation financière tient la route, que le déploiement commercial et que les connexions au réseau ou l'acquisition de nouveaux clients est bien optimisée avec les bonnes personnes pour y répondre, et là on est dans l'humain, que le potentiel de l'entreprise cabinet d'avocat va exister, que l'expertise juridique va être rendue de la meilleure manière qui soit, de la manière la plus compréhensible par le client, créant le plus de valeur pour le client, le plus de satisfaction, donc le plus de recommandations. Et ce qui en fait va générer autant de revenus économiques pour le cabinet. Pour parler de potentiel, pareil, j'aurais aimé en parler avec vous, mais là, il ne tient qu'à vous de monter sur scène pour qu'on puisse en parler. D'après vous, connaissez-vous les chiffres du marché juridique? Alors, le nombre d'avocats, on le connaît, entre 71 et 72 000 à l'heure où on se parle, très bien. Mais en chiffres, le potentiel marché financier, c'est quoi le marché, le marché juridique ou le marché des avocats en France? Bah, c'est à peu près 15 milliards de chiffre d'affaires par an. Voilà. Donc c'est un gros marché. C'est 4,8 milliards de revenus cumulés de la profession. C'est une augmentation de 4,5% de ce revenu cumulé de la profession par an, en moyenne. Là, c'est les derniers chiffres qui ont été sortis par le CNB, mais en moyenne, c'est ça. Par contre, le salaire médian, ça veut dire 50% des avocats gagnent plus, 50% des avocats gagnent moins, c'est 45 000 euros. Donc, il y a une belle disparité, parce que pour arriver à 4,8 milliards de revenus cumulés, certains avocats gagnent beaucoup plus de 45 000 euros. Comment est-ce qu'on explique ces disparités? Bah, peut-être sur l'organisation d'autres choses que de l'expertise. Parce que ça, l'expertise, il n'y a pas vraiment de difficulté dans la réalisation de l'expertise et dans la mise en avant de son expertise juridique. Du coup, on a 3 réflexions qu'on va suivre ce soir, justement pour optimiser son potentiel. Avocat d'une part ou cabinet d'avocat de l'autre, est-ce qu'on doit réévaluer sa posture? Qu'est-ce que c'est que est-ce qu'il y a une posture particulière? Et s'il y a une posture particulière, qu'est-ce qu'elle entraîne comme réaction en face? Deuxième point, ces postures, ou l'évolution de cette posture, qu'est-ce que ça implique? Prendre une nouvelle perspective si on fait évoluer un peu sa posture. Et du coup, quels seraient les gains associés? Et après, je prendrai quelques minutes pour vous montrer la réponse pragmatique qu'on a mise en place, nous, chez Rubato, qui n'est qu'une façon de répondre à ça, mais qui est originale parce que ça n'existait pas sur le marché. Premier point, la posture de l'avocat. Là encore, de quoi parle-t-on? Qu'est-ce que c'est que la posture d'un avocat? C'est une posture de manière financière. Est-ce qu'on parle du modèle financier? Est-ce qu'on parle de la solvabilité du cabinet? Il y a plein de versions. La posture, au point de vue technique et juridique, quelle est la posture que l'on tient de ce côté-là? Pareil commercialement, pareil humaine. Encore une fois, la posture, ça rentre dans tous les domaines qu'on évoquait tout à l'heure, volontairement. Ils sont tous là, c'est pas par hasard. La question qui vient, c'est avec qui est-ce que notre posture va interagir et auprès de qui ça va générer des réactions? Deux types de personnes qui vont être liées à ça. Moi, je parle de posture externe, c'est-à-dire ce que vous donnez à voir en dehors de votre cabinet. Les différentes postures possibles, c'est celle de partenaire, que ce soit temporaire ou structurel. C'est celui d'expert externalisé. Une de vos consoeurs me disait, je suis un crayon avec un cerveau pour mes clients. Et pourquoi pas? C'est-à-dire qu'on est vraiment le rédacteur expert, soit. Ça peut être le conseiller de proximité, où on flirte même avec la psychologie et le juriste. Ou alors, c'est le chef de projet, le chef d'orchestre, qui fait quoi, à quel moment, dans quel ordre, sous quel délai et comment on s'organise. Et peut-être un peu de tout. N'empêche que toutes ces postures vont influer différemment. À quel moment je suis le partenaire, à quel moment je suis l'expert, à quel moment je suis le conseiller, à quel moment je suis le chef de projet. Ou alors, est-ce que je définis mon intervention auprès de mes clients en disant, moi je suis le partenaire, c'est-à-dire que je fais tout ça parce que je suis exactement dans le partenariat, ou alors non, moi je suis juste que quand vous avez besoin de rédiger, ça c'est mon boulot. Je suis l'expert externalisé, ok. Ou alors, je suis l'un ou l'autre, bref, dans les 4 catégories.
Mais quand on parle de personnes qui interagissent avec notre posture hors du cabinet, on pense à qui? Alors, on pense au client, évidemment, mais on pense aussi à votre confrère ou votre consoeur qui intervient sur le dossier avec vous, contre vous, ça dépend si vous êtes en juridique ou en judiciaire. Ça va être toutes les autres parties prenantes, que ce soit les greffes, un expert comptable, un expert judiciaire, un notaire, toute la galerie d'experts qui peut exister, mais même presque votre banquier, le banquier de l'investisseur de votre client, si on parle d'une start-up, ça va être toutes les parties prenantes au dossier. L'administration fiscale quand on est que ce soit en fiscal, en gestion d'entreprise, en société, en corporate, en M&A, en tout ce qu'on veut, ça va être l'URSSAF ou la médecine du travail quand on est en social, ça va être le directeur de la prison quand on est en pénal, ça va être il y a plein d'intervenants qui vont faire partie de vos dossiers, soit dans la phase amont du dossier, soit pendant la réalisation de l'expertise juridique, soit en aval pour sa bonne exécution, etc. Donc, que vous soyez le partenaire des uns ou des autres, que vous soyez le conseiller de proximité de votre client, ou que vous soyez le chef d'orchestre de l'ensemble des parties prenantes pour que le dossier avance bien, vous commencez à voir que ce que vous allez prendre comme niveau de responsabilité et comme charge de suivi va différer selon la posture que vous choisissez, en externe. Mais pareil en interne, au sein du cabinet. Quelle posture? On peut avoir celle de partenaire, vraiment. On est associé, on est partenaire, tu es mon collaborateur, ou je suis ta collaboratrice, ton collaborateur, je suis le partenaire. C'est-à-dire qu'on va former un binôme, une équipe pour être meilleurs ensemble. Pourquoi pas? On peut être le coach, si on est l'associé, le collab senior par rapport aux autres plus juniors, aux assistants, aux stagiaires, aux élèves avocats, etc. Encore une fois, ça peut être le chef d'orchestre. Et là, ça dépend de qui. D'un cabinet à l'autre, ça peut être l'associé, qui va être le chef d'orchestre pour tout le monde de ce qu'il y a à faire. Ça peut être le collaborateur senior de confiance, qui va laisser l'associé plus dans justement le volet un peu commercial et stratégique, qui va être un peu le chef d'orchestre des dossiers avec les collaborateurs, les juristes, les stagiaires, les assistantes et tout le monde. Mais du coup, de qui parle-t-on? Ça va être envers ses associés, envers ses collabs, et avec son cabinet. Qu'est-ce que je donne à l'entreprise, même si c'est moi l'associé? Qu'est-ce que je donne au cabinet? La notoriété, je suis le représentant, je suis le visage de, je suis l'expert ou je suis un des experts et on se positionne pas pareil. Je suis l'initiateur, mais c'est pas moi l'expert maintenant, je suis un peu le stratège et le visage du bon développement, l'administrateur presque du cabinet, plus que le meilleur expert, etc. En fait, il y a vraiment une question de posture aussi et qui va créer le dynamisme de l'équipe pour que le cabinet d'avocats fonctionne bien et à la limite donne à voir quelque chose de différent à l'extérieur du cabinet. Est-ce qu'il y a des questions sur ce premier point de la posture? C'est aussi cette posture-là qui va répondre aux questions du est-ce que mon premier rendez-vous est payant ou pas et quel est le montant de mes honoraires, voire comment je facture. Beaucoup de choses dépendent de la posture que vous choisissez d'avoir dans le partenariat que vous prenez avec vos clients. Et contrairement à ce que l'on pense, ça n'est pas imposé par la profession ou les règles déontologiques, c'est un choix presque marketing et commercial que vous faites de manière plus ou moins innée ou choisie, mais c'est un véritable choix d'entreprise que vous faites. Des questions? Non, aucune? Ni dans le chat, ni personne qui monte sur scène? Je suis tout seul? Bon. Et bien, je continue à dérouler. Du coup, les implications pratiques de ce changement de posture, pour moi, il y en a plusieurs. Encore une fois, c'est que ça paraît être une question un peu simple, et en fait, ça ne l'est pas tant que ça, parce que les implications sont aussi variées que votre imagination va être capable de le faire, ou presque. Économiquement, vous pouvez tout faire changer. On a avant tous facturé à l'heure. On est passé par de toute façon, le mieux, c'est le forfait. Après, ça a été de toute façon, le mieux, c'est d'avoir des résultats, enfin des pourcentages aux résultats. Ça fait quelques années qu'on entend dire que le seul truc intéressant, c'est d'avoir des abonnements, alors que, etc. Tout est vrai, tout est mixable. On peut faire une partie de forfait avec des résultats, une partie de variable
mais en ayant des honoraires, enfin, tout est faisable. En fait, qu'est-ce qui est cohérent avec votre façon de faire, les besoins de rentabilité que vous avez, ce avec quoi vous êtes confortable pour expliquer à votre client, je vais vous demander ça, puis ça, parce que ça correspond aux attentes de votre client, à votre façon de travailler, etc. Donc, les implications du changement de posture, si on est un exécutant rédacteur externe, vous allez payer au forfait ou autre. Si vous êtes le confident, le partenaire temporaire ou structurel, là, les questions d'abonnement peuvent avoir du sens. Si vous êtes le chef d'orchestre, le résultat in fine peut s'expliquer plus facilement. C'est pour ça qu'on voit régulièrement sur des levées de fonds, des rachats, des restructurings ou autres, une part des honoraires qui est liée au résultat des montants économisés, gagnés, investis, etc. Parce qu'on devient le véritable chef d'orchestre de la gare de triage d'informations de toutes les parties prenantes et de tous les échanges. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire? Le choix de la posture va avoir des incidences sur quoi? Économiquement, oui. Sur la relation client, si je suis encore une fois le partenaire, je ne vais pas avoir le même rythme et l'organisation de la communication et de la relation client ne va pas être la même que si je suis l'expert externalisé qu'on vient solliciter pour une rédaction dans un cas précis, quand on sait ce qu'on veut faire mais qu'on a juste besoin d'une exécution opérationnelle experte. Ça va pas être la même chose que si on est presque le psychologue de situation de crise dans, je sais pas, un truc dramatique, familial, droit social, droit public, droit de l'homme, etc. On va pas du tout avoir la même relation client, mais on va pas non plus avoir la même relation partenaire. La posture de chef d'orchestre n'implique pas la même relation avec ses partenaires que celle d'exécutant externe, ou à peu près la seule personne que l'on va avoir comme partenaire, enfin en partenariat externe, ça va être le client. Ça va être donc toute la posture va jouer sur les relations clients, partenaires, les relations économiques, mais aussi l'organisation interne du cabinet. Qu'est-ce que ça change de changer de posture? Ben, ça peut changer toute l'organisation interne de votre cabinet. C'est-à-dire le fait de devenir le coach officiellement et tirer le fil et tirer les conséquences de prendre une posture de coach pour l'équipe des juniors du cabinet, ça fait peut-être qu'il faut revoir avec votre associé le temps que ça vous prend, donc les responsabilités que ça vous donne, mais aussi le besoin d'investissement dans des modèles d'actes ou des modèles de facturation pour que ce soit facile d'expliquer aux juniors, aux nouveaux, aux arrivants, comment ça se passe, comment on rédige pour ne pas faire d'ânerie. Est-ce que c'est investir dans un outil, dans ce cas-là, qui le paramètre pour que tout le monde s'y retrouve? Et là, on va aller chercher soit l'efficacité au quotidien, efficacité collaborative ou efficience quand on est tout seul. Ça va être au point de vue RH, l'organisation interne, qui fait quoi, qui a quel périmètre d'intervention. Ça paraît toujours clair quand on le lit, chacun sait ce qu'il a à faire. Quand je pose les questions au cabinet d'avocats qu'on accompagne, c'est jamais vraiment si clair que ça. Et la posture que l'on prend dans le cabinet, et que le cabinet prend vis-à-vis de ses clients ou des autres parties prenantes, ça va avoir pourtant des conséquences sur ça. Ok? Si on les détaille un peu les unes les autres, les implications économiques, mon avis, mon impression, ce que je constate dans les cabinets qu'on accompagne avec le bateau, c'est qu'il faut penser rentabilité autant qu'expertise. J'ai pas dit que l'un valait plus que l'autre. Évidemment que s'il n'y a pas d'expertise juridique, il n'y a pas de cabinet d'avocat. Donc c'est un prérequis. Ok, on n'en parle même pas. C'est pas le sujet du webinaire qu'on a là, mais c'est le potentiel le plus évident. J'ai des diplômes en droit, j'ai une expérience, une expertise dans certains domaines, sur certains marchés, etc. J'ai une capacité à produire du droit expert que d'autres n'ont pas ou que nous sommes peu à être capables de produire sur le nombre de citoyens français. C'est bien pour ça d'ailleurs que les gens viennent payer. Pour ça. Très bien. Mais la rentabilité, c'est pas ça. Et rentabilité, c'est pas gratter le plus d'argent possible pour s'en mettre le plus possible dans les poches. Pas forcément. Ça peut être, je veux gagner autant parce que ça me va. Par contre, je voudrais gagner moins. Je voudrais y passer moins de temps. Gagner autant, moins d'heures. Ben, c'est de la rentabilité de temps de travail. Ok? Donc c'est bien de la rentabilité. Ce que je fais, je le fais bien, sauf que je ne gagne pas assez par rapport à ce que je produis. Je vois d'autres confrères qui alors qu'ils sont pas meilleurs que moi.
Ok, donc on parle bien dans ce cas-là de rentabilité, mais là c'est une rentabilité qu'on va travailler sur le plan économique, probablement sur le modèle de facturation, ou sur le rythme de facturation, ou sur le suivi des encaissements. Donc voilà, ça va être une politique de facturation ou tarifaire. Quel est le modèle de facturation? Et je vous renvoie pour aller plus loin sur le webinaire qu'on avait fait justement qui parlait de la facturation nerf de la guerre des cabinets, où on pense à distinguer modèle de facturation par rapport à facture. Les factures, c'est un support. Le modèle de facturation, c'est une réflexion de ce que l'on choisit de valoriser aux yeux de son client. Tarifaire, quel est le coût horaire envisageable? Si j'ai un coût horaire de 220 € hors taxe, est-ce que je facture toutes mes heures? Quel est mon taux de facturation, etc. Et là, on va parler, je vais vous renvoyer aussi au webinaire qu'on avait fait sur le coût de production, qui est le pendant de la facturation. Combien ça coûte à l'entreprise de produire ce dossier-là, combien ça lui a rapporté en face. Que la seule variable d'adaptation ne soit pas le nombre d'heures de travail que vous produisez, mais qu'il y ait bien un rapport direct entre le nombre d'heures passées sur le dossier, peu importe que ce soit à faire du droit, à répondre aux clients, à faire des recherches, à créer une facture, à faire du commercial ou à appeler les autres parties prenantes du dossier. Sans ça, le dossier n'avance pas. Donc, ça fait partie de vos missions. En tout cas, des missions du cabinet. En tant qu'indépendant, la difficulté, c'est que vous avez toutes les casquettes. Donc, on mélange vite tout ça en disant, bah oui, mais tant que c'est pas du droit, ça vaut rien. Mais si, la preuve, dans les gros cabinets, les secrétaires font certaines choses, les assistants en font d'autres, les juristes en font d'autres, les collabs en font d'autres, les associés en font d'autres. Il y a donc bien plusieurs casquettes qui existent. Et on a des services comptables, des services informatiques. Ben, tout ça, ça crée de la valeur pour l'entreprise. Je parle bien de l'outil de travail qu'est cette entreprise, dont vous êtes la pierre angulaire, évidemment, parce que sans votre expertise, il n'y a rien d'autre. Mais c'est le tout qui compte. Donc la politique de facturation, la politique tarifaire, la recherche d'optimisation, on cherche, soit on optimise le nombre d'heures facturées par rapport au nombre d'heures passées au cabinet, soit on cherche à optimiser le nombre de dossiers suivis en parallèle. Dans tous les cas, c'est une recherche d'optimisation. Est-ce que je le fais tout seul? Est-ce que c'est de l'organisation? Est-ce que justement, il faut que je recrute? Est-ce que c'est un outil qui me manque pour me coordonner? Et pareil, je reprends, alors j'ai mis traction. C'est un mot qui est éminemment commercial, marketing américain, tout est bon. C'est même un livre qui a été écrit par des, sauf erreur de ma part, un docteur en économie et un chef d'entreprise qui a monté plusieurs startups qui ont réussi. Le livre s'appelle Traction. Et ils disent, mais en fait, il y a beaucoup d'entreprises n'y pensent pas. Il y a autant dans la qualité du produit que dans le modèle d'acquisition. Chercher ces canaux d'acquisition. Être le meilleur expert sans avoir de clients, ben, ça vous rapporte rien, ça vous frustre. Et pour moi, c'est un réel gâchis. Parce qu'on a un hyper expert qui pourrait faire du bien à tous les citoyens qui en ont besoin, qui est introuvable, parce qu'il n'a pas réfléchi à ses canaux d'acquisition, donc on ne le voit pas. Donc en plus d'être frustré et de ne rien gagner, il ne rend service à personne. Parce qu'il n'a pas parlé, il n'a pas réfléchi à son modèle d'acquisition. La recommandation des confrères, la recommandation des clients, du coup, est-ce que je peux l'optimiser? Et je reviens sur ma recherche d'optimisation. Est-ce que ce sont des réseaux d'affaires? Est-ce que c'est des astreintes via les tours de bêtes organisés par les ordres? Est-ce que c'est de la prospection personnalisée? Est-ce que c'est du contenu qu'on va faire sur Internet ou dans des magazines spécialisés pour être reconnu dans son expertise et attirer une clientèle qu'on vise expressément? Tout ça, ce sont des canaux d'acquisition. Ok, toujours pas de questions? Je suis toujours tout seul. Oh, des petits pouces! Oh, comme tout à l'heure, une volée de petits pouces. Qui m'envoie des petits plussoirs? Ah ben, je sais pas, mais merci quand même. Des implications, c'est relationnelles également. Pourquoi je parle d'implications relationnelles? euh, Parce qu'on a fait le constat chez Rubato et avec les cabinets qu'on accompagne depuis un certain temps maintenant, qu'une grande partie de la perte de temps, de l'inefficacité que l'on ressent quand on produit, vient de l'organisation de la communication. Non pas qu'on communique mal, mais on communique pas toujours la bonne information au bon moment. Anticiper plutôt que se faire interrompre.
L'un des trucs qui prend le plus de temps, c'est le coup de fil qu'on n'avait pas prévu, qui vient de nous couper au milieu d'une réflexion quand on est en train de rédiger pour un autre dossier. Parce que la politesse, déjà, c'est de dire bonjour à notre client. Potentiellement, on est à moitié à la bourre, on a oublié de lui passer une info, donc il faut en plus un peu jouer des claquettes pour rester poli. En plus, il faut se rafraîchir un peu ce qu'on lui avait promis et où on en était sur le dossier. Puis, il faut lui répondre. Puis, une fois que finalement, on a répondu à sa question, qu'on lui a donné les infos de l'avancement du dossier, on raccroche, super, il faut se reconcentrer sur le dossier sur lequel on était avant, donc on repère du temps, juste pour revenir au point où on était. Et comme on veut retourner très vite rédiger la suite, on ne va pas facturer les 40 minutes qu'on vient de perdre au téléphone. Donc, perdre sèche 45 minutes des évaluations qu'on a faites. Un appel entrant, 45 minutes perdues et qui en plus ne seront pas facturées. Donc, de la perte 2 fois. Parce qu'on n'a pas anticipé la communication et le modèle de communication avec ses clients pour leur dire, mais on se verra tous les mois, on fixe un rendez-vous carrément d'une demi-heure. Vous m'envoyez toutes vos questions par mail avant, je vous réponds. On se donne une demi-heure d'échange. Vous le calibrez dans votre suivi de dossier et c'est payant. Et tout va très bien, ça fait partie de vos honoraires, c'est une ligne de suivi. Et la communication, vous choisissez donc les canaux, tout passe par mail, mais on fait le point une fois par mois. Autre modèle, on fait le point et je vous envoie des comptes rendus. À chaque fois que j'ai négocié pour vous, je vous envoie un compte rendu écrit. Et le lendemain, on fait un point par téléphone. Super. Autre point, à chaque fois qu'il y a une avancée significative dans le dossier, je vous envoie un mail, on échange ou on se parle. Très bien. Si c'est anticipé et que c'est planifié dans vos agendas, vous savez que vous avez une demi-heure, ça ne débordera pas. Et votre client vous dit, ben, OK, on a une demi-heure. Donc là, vous ne m'appelez pas maintenant, vous m'envoyez un mail et on en reparle sur notre prochain échange téléphonique, ou en visio, ou par mail, ou peu importe. On rassemble les infos et on organise le rythme de la communication pour éviter d'être interrompu. OK? Voilà. J'avais même mis appel entrant non planifié, 45 minutes à chaque fois. OK? Des questions sur ça? C'est ça le relationnel et l'organisation. Je parle là côté client. C'est pareil avec les partenaires et les prestataires, hein. Les avocats qui font du droit des sociétés avec les experts comptables, les commissaires aux apports ou potentiellement les organismes fiscaux avec lesquels vous pouvez être amené à bosser, organiser le suivi du rythme des communications en se disant bah, dans le dossier, moi je vous propose qu'on fasse comme ci, comme ci, comme ci, comme ça, envoyez-moi tout par mail parce que c'est mon canal d'entrée, mais on fait un point tous les XXX ou alors on se fixe 3 dates dans le dossier pour dire que l'avancement sera fait là, tout le reste au milieu, ça passe par mail. Très bien, organisez-le, structurez-le. Ben voilà, on parle bizarrement d'organisation pour suivre ça. Structurer sa productivité. On dirait que c'est moi qui l'ai écrit, je me redis. Et je m'anticipe, ce qui est quand même assez bizarre. Oui, on parle de process. Dans toutes les entreprises, on parle de process. Je suis très surpris que dans les cabinets d'avocats, on ne parle pas de process, de production. Oui, il y a beaucoup d'expertise qui est de la matière grise. Oui, n'empêche que un client, un premier rendez-vous, une facture, un mail avec la convention d'honoraires, la liste des pièces dont on a besoin, puis X jours après, le premier rendez-vous avec le client, la première recherche, la première édite de projet, V1, envoyé, reçu, avec des observations clients, corrigées, finalisées, envoyées au client, la partie adverse, les greffes, les retours des uns des autres, 15 jours, 10 jours, un mois. Et c'est un rythme, c'est un process de production. Et par type de dossier, on a fait la démonstration chez Rubato qu'il est possible de modéliser la vie de vos dossiers par type de dossier. Donc, il est possible de structurer sa productivité. Ce qui nous permet en plus de faire de l'idéation et de l'amélioration continue. Je fais ça sur mes dossiers. Tiens, dis donc, c'est toujours à cet endroit-là que ça se passe mal, que je perds du temps, que je dois recorriger avec le client, etc. Comment je pourrais m'organiser différemment? Ben, je sais l'existant. Au lieu de le réinventer à chaque fois, j'ai un modèle écrit. Ben, si je change ça, ça donne quoi sur mes autres dossiers? Et les prochains dossiers seront travaillés un peu différemment. Donc, on peut faire de l'idéation, avoir de nouvelles idées qui permettent d'améliorer en continu l'efficacité du cabinet, donc d'exprimer plus le potentiel de mon cabinet d'avocat. Et ça ne change toujours pas la qualité de votre écriture juridique, hein. Je ne parle bien que du reste. Votre expertise, quand vous écrivez, vous écrivez. Mais avoir un closier, avoir des modèles bien organisés, on est dans l'expertise, oui, mais c'est parce que vous avez investi du temps à faire de l'idéation et de l'amélioration continue. Et la règle là-dedans, dans les implications organisationnelles, c'est juste qu'il faut se poser et compter.
On teste, on mesure. En fonction de ça a marché, ça n'a pas marché, ça a marché mieux, moins bien, plus comme ci, moins comme ça, je ne m'attendais pas à ça, mais ça c'est super. Ça veut dire qu'on a appris quelque chose via cette nouvelle façon de faire. Et on recommence. On teste, on mesure, on apprend. On teste, on mesure, on apprend. Et on tourne. Ce qui nous permet de faire de l'amélioration continue. Des questions? Toujours pas? Bon, je continue. Quels sont les gains potentiels que moi je considère sous-estimés? 1 plus 1 égale 3. Oui, j'en suis persuadé. Les 3 familles de gains. Le temps, ça paraît évident à dire, mais le fait d'organiser sa productivité, enfin, de réfléchir à sa posture pour voir les implications, pour voir dans notre cabinet ce qui serait à conserver. Ça, faut surtout pas le casser. Ça, faut surtout pas l'oublier. Mais ça, si on le faisait comme ça à chaque fois, ce serait mieux. Et si on évitait de faire ça une fois de temps en temps, ça nous éviterait tel et tel et tel souci. Ça fait gagner du temps. Dans une entreprise dédiée au conseil, merci Laura, dans le chat, de nous faire être plus efficace, se disperser moins, ce que moi j'appelle le pointillerisme, c'est-à-dire moins facilement sauter d'un dossier à un autre qui nous envoie un troisième, un quatrième, un 20e, et à midi et demi, on n'a toujours pas rédigé les conclusions qu'on s'était promis de terminer à 10 heures. Bien, vous êtes tous arrivés. Très bien, du temps. Si on gagne en efficacité et qu'on arrête de perdre du temps, on en gagne un paquet. Et ça, c'est un gain. Parce que soit c'est du temps pour respirer. Si vous voulez rester dans le juridique, c'est faire de la veille. Si vous voulez rester dans le juridique, c'est travailler mieux les dossiers en ayant plus de temps, en étant moins stressé. Si on veut parler d'autre chose, c'est le moment que vous allez passer avec vos enfants, aller faire du sport, aller déjeuner avec un copain ou une copine, vous changer des idées, aller voir une expo, regarder un film ou rester chez vous et dormir, bah, ça a de la valeur. Évidemment, deuxième famille de gains, l'argent. En plus, le temps se traduit rapidement en argent, surtout dans les cabinets de conseil. Donc, si on gagne du temps, ça peut se traduire en argent rapidement. Si on organise mieux et qu'on structure mieux ses process et qu'on réfléchit à ce qu'on peut améliorer dans sa posture au moment de la facturation et de l'encaissement de ses clients, peut-être qu'on n'aura pas ces 20% de pertes que je vois dans beaucoup de cabinets d'avocats où il y a 20% des honoraires qui ne seront jamais recouvrés. Ben, peut-être qu'il faut changer le modèle de facturation. Ou alors que c'est le modèle d'encaissement. Si les gens ne vous envoient pas de nature leur chèque avant 12 relances, eh ben vous leur demandez leur RIB au début du dossier et vous mettez en place via votre banque ou en direct un système de sépare. Vous envoyez la facture, vous déclenchez le prélèvement directement sur leur compte. Il y aura une manip à faire. Oui, il faut s'être renseigné auprès de votre banque et savoir un peu comment ça marche auprès de votre établissement bancaire. Sinon, il y a des plateformes Internet qui le font très bien, où on peut envoyer des liens pour mettre en place le SEPA. Et après, vous consommez cette autorisation de prélèvement selon les factures que vous émettez. On ne parle là que de la posture vis-à-vis d'une personne, le client, à un seul moment de la chaîne, l'encaissement. Mais avoir travaillé tout ça pour ne pas recouvrer ses honoraires, quel gâchis. Tout est fait et le client n'est jamais contre-payé. Trouve des excuses pour dire que c'est trop cher parce qu'on lui a mal expliqué, que c'est trop long, donc c'est ça, ou que c'est trop tard et que ça a 8-9 mois et que sa situation a changé. Ben, ok, les 3 cas peuvent être traités. Expliquer mieux la facturation et la réorganiser pour que le modèle de facturation soit tellement plus convaincant pour le client qu'il ne remette pas en cause les factures, ben, c'est une réflexion et une autre façon d'écrire ses conventions d'honoraires. Ok. Et de rythmer ses factures. Ok. Le rythme des factures, c'est ce qu'on voit dans le webinaire auquel je vous renvoyais tout à l'heure, là, la facturation en air de la guerre des cabinets. À quel moment j'envoie ma facture? Est-ce que c'est un petit paquet tous les mois? Est-ce que c'est après chaque grosse rédaction? Parce que bah, comme il y a une grosse rédaction, c'est normal qu'il y ait une facture avec. Est-ce que c'est parce qu'on bosse avec des entreprises ou avec des collectivités au début du dossier un peu pour couvrir les premiers frais et seulement à la fin une régularisation parce que payer 20 000 balles d'un coup, rien à faire, mais je veux pas avoir 25 écritures comptables, j'en veux que 2, une au début, une à la fin et point. Très bien, ça ne change pas le volume de facturation, c'est un modèle de facturation que l'on peut adapter, un rythme que l'on peut trouver. Et pareil, s'il y a des questions, je réponds. Et la troisième famille de gains, qu'on sous-estime beaucoup dans la profession, enfin on s'en plaint,
beaucoup, mais en fait, c'est celui qu'on piétine le plus allègrement, c'est le confort au travail. Vie pro, vie perso, équilibre pro-perso. Alors, en plus, mesdames, avec les injonctions sociétales complètement dingues qui font que vous êtes censé être 50 heures par semaine une mère de famille et 70 heures par semaine une avocate si vous voulez avoir une carrière, il y a un moment, c'est marrant, ça passe pas. Donc ce confort dans l'exercice, dans l'efficacité, pour ne plus avoir 25 ou 30% des avocats qui quittent la profession avant 10 ans d'exercice, pour ne plus avoir de burn-out, pour ne plus avoir, etc., etc., puis je vais m'arrêter là, même dans le confort d'équipe, le plaisir à travailler ensemble, plutôt que d'être obligé de se surveiller, de dire mais t'en es où, j'en suis où, tu me pollues, tu me coupes, j'étais en train de faire autre chose, tu disais quoi, c'est très désagréable et oppressant. Comment on s'organise? Donc, changer sa posture, là, en interne dans son cabinet, et vis-à-vis de ses clients. Ne pas être en retard vis-à-vis de ses clients, c'est des clients qui vous appelleront pas au mauvais moment pour vous tirer les bretelles parce que vous êtes en retard. Alors qu'en fait, vous l'avez peut-être fait, vous avez juste oublié de lui envoyer un mail. Mais quel dommage. Parce qu'en plus, il garde un mauvais souvenir de ça. Ouais, mais quand même, il aurait pu me prévenir au moment où vous allez lui pousser une facture. C'est ballot. Ça ne vous le met pas dans les meilleures dispositions pour être d'accord pour vous payer. Donc, tout se recoupe. Votre posture en interne, en externe, le choix de moi, je veux travailler comme ça avec mes clients, ben, qu'est-ce que ça induit? Et ça, ce ne sera pas pareil que votre copain qui fait la même matière que vous à 3 rues de chez vous, qui a pris une autre posture et qui aura donc des conséquences différentes. Et c'est pas pour autant que vous serez moins rentable. Par contre, il faut en tirer le fil en se disant, bah, ok, si je prends ce modèle-là, ça induit quoi? Si je prends des dossiers pas chers avec de faibles marges, ça veut dire qu'il faut que je gère du volume pour avoir des facturations. Donc, il faut que j'automatise. Si je fais du coût humain, parce que mes clients attendent du coût humain, c'est-à-dire que je facture cher parce que je ne peux pas gérer beaucoup de dossiers. Donc, comment j'organise mon hyper-expertise et sa mise en valeur pour que. Et aucun n'est faux. Selon les marchés sur lesquels vous exercez, ça va se traîner différemment. OK? Gestion du temps, rechercher l'optimisation du temps, un cabinet de conseil que vous êtes tous, c'est du vendeur de matière grise. Donc, arrêtez du perdre, c'est fait pour en gagner, ok? On se dépollue, on anticipe. On standardise, et ça, on l'a démontré. Hein. Le principe industriel de standardiser 80%, personnaliser 20%, c'est applicable dans les cabinets d'avocats. Votre dossier type que vous voyez toutes les semaines, vous en avez 10, 20, 50 identiques en cours dans votre cabinet, vous faites 80% pareil, 20%, ça un peu avant, ça un peu après, un rendez-vous de plus, 2 rendez-vous de moins parce que je le connais, un peu plus de mails, un peu moins de ceci, un peu plus de cela parce que je connais la partie adverse, le tribunal, le machin, etc. Ça n'est que 20% de personnalisation. Vos écritures, c'est 80% standard, et c'est normal. C'est pas pour autant que ça vous rend mauvais avocat d'avoir investi dans un outil ou dans une rédaction avec un espèce de clausier qui fait que si on est dans ce cas-là, telle et telle clause change et qu'elles sont déjà préécrites et que vous avez juste à les personnaliser. Donc à juste prendre les 20% qui restent. Avoir investi tout ce temps pour pouvoir dupliquer votre expertise, c'est de la bonne standardisation qui créera de la valeur chez votre client parce que vous ne ferez pas les erreurs que vous auriez pu faire si vous étiez allé trop vite, parce que comme rien n'est organisé, vous courez après le train et après le rythme au risque de faire une erreur parce que vous allez trop vite. Ah ouais, les gains, oui, oui, bah oui, oui, je parle de ça, moi, de la suffisance à la rentabilité. La suffisance, c'est pas la posture d'être suffisant, là, du coup, c'est le constat. Parler d'argent ne fait pas de vous un mauvais avocat. Dans beaucoup de cabinets d'avocats, la logique économique est de se dire est-ce que j'en facture suffisamment pour que ce soit suffisant à payer mes factures? Et s'il en reste un peu, ça me fera un salaire. Bien. Est-ce qu'on peut passer à une réflexion de rentabilité par dossier? Si tous mes dossiers sont rentables, et encore une fois, je ne dis pas me font gagner le plus possible, mais sont rentables, c'est qu'en plus de couvrir mes charges, dégagent un petit peu de marge. Si tous mes dossiers sont un peu rentables, bizarrement, à la fin de l'année, j'aurai pas de problème. Donc, comment j'organise mon dossier, mes dossiers, peut-être de manière différente selon leur nature, pour passer de c'est suffisant à c'est rentable et je peux travailler soit ma rentabilité, soit mon temps de présence. Donc, on anticipe, on compte comme un commerçant, mais on investit comme un commerçant. D'accord? Et on fait attention à son taux de recouvrement. Parce qu'en plus, ça fait de la notoriété. Et oui, c'est ici, mais c'est en même temps dans une autre partie des gains. Parce que c'est aussi du temps. On l'investit un peu, mais c'est ce qui nous fera passer moins de temps en commercialisation parce que les dossiers entreront tout seuls. Donc la notoriété intervient. Ok? L'un n'empêche pas l'autre.
le confort vers le futur annoncé, équilibre pro-perso, c'est ce vers quoi tout le monde va. Et pareil, c'est une équation, je suis navré, c'est pas très beau, mais j'ai pas trouvé la façon de le rendre plus joli. Le management, c'est-à-dire être leader plutôt que contrôleur, c'est-à-dire amener les gens à avoir envie de faire comme nous, de nous suivre, c'est pas la même chose que de les contrôler. Plus la formation des jeunes, bizarrement, ça augmente la valeur technique du cabinet et ça fidélise les talents. L'idéation et l'amélioration continue, j'en reparle ici dans le confort, la politique des petits pas. C'est contre-intuitif face au perfectionnisme des étudiants en droit. Bah oui. On nous a tous appris qu'une copie valait notre année et qu'une rédaction valait le dossier et que la moindre erreur, on ne pourrait pas la corriger, voire même que nos adversaires s'en serviraient. Ben oui, c'est le contraire quand on est avec sa casquette d'organisation de chef d'entreprise, ce ne sont que de petits pas. Ok? Toujours pas de questions? J'enchaîne sur ce qu'on fait chez Rubato en 2 minutes. Rubato, rien que le nom explique ce que l'on fait. Le rubato, c'est une indication d'interprétation musicale qu'on a choisie volontairement. Si vous avez ça sur votre partition, d'une part, ça veut dire que vous êtes soliste. Deuxièmement, ça veut dire que le compositeur vous laisse le droit de modifier le rythme qu'il a écrit. Pas les notes, mais le rythme. Nous considérons que les avocats ont perdu le rythme de leur dossier et qu'ils doivent trouver un outil ou une solution pour reprendre la main sur le rythme. D'où le fait d'investir sur ce process de production et surtout faire autre chose autrement. Il y a déjà des logiciels qui font plein de choses très bien, mais ça, personne ne le faisait. Organiser des séquences. Chaque dossier de même nature passe par les mêmes étapes, à peu près au même rythme. Il est donc possible de les suivre de la même manière et de répliquer le modèle sur lequel on aura investi pour plus de confort, pour optimiser sa facturation, donc pour optimiser ses gains et son temps passé sur les dossiers. C'est de la gestion de projet collaborative appliquée avec du pilotage industriel. On standardise 80, on personnalise 20%. 80%, c'est le process, c'est la séquence de tâches qui est un modèle. Et quand on ouvre le dossier pour ce client-là, pour cette situation-là, on va personnaliser le dossier parce que, ce qu'on disait tout à l'heure, une tâche avant l'autre, là, je vais rajouter un rendez-vous, je vais enlever ça, je vais inverser ça, je vais un peu décaler ça, pure gestion de projet. Mais une fois qu'on l'a fait à l'ouverture du dossier, la machine s'en souvient et nous programme toutes les dates de toutes les étapes. Donc, on peut suivre ce que l'on a investi pour soi-même. Bilan des courses, on économise du temps, entre 2 et 3 heures par semaine par avocat. 2 à 3 heures par semaine. Demain matin, vendredi, 9h midi, c'est pour nous. Bien, vous en faites autre chose. Ou alors vous prenez 2 dossiers de plus. Collaborez vraiment, en interne, par rapport à t'es complètement autonome, mais je te contrôle. Ça définit une nouvelle relation client, on en a déjà parlé. Ça augmente le nombre de recommandations. Ben ouais. Un avocat qui est capable de dire à son client et de tenir je vous dirai ça le 12, on verra ça la 3e semaine de mars, et normalement ça se termine en avril, et où ça se déroule vraiment comme ça, bizarrement, il y a des chances que votre client dise, bah écoute, c'est marrant, moi mon avocat ou mon avocate, elle m'avait dit ta 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 ta, ça s'est passé ta 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 ta, et en plus comme sa facture, bah elle m'avait dit que ce serait comme ça au début, à l'arrivée, bah c'était comme ça. Il y a eu un moment où ça a varié, mais elle me l'a dit en avance. J'ai choisi d'investir 150 balles de plus pour qu'elle fasse la recherche complémentaire de ta 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 ta. Ça s'est passé exactement comme elle avait annoncé au départ. Bah bizarrement, ça augmente la recommandation, la notoriété. Et en plus, ça permet de former et de fidéliser vos talents en interne. Que ce soit des stagiaires qui, dans quelques années, reviendront comme élèves avocats, ou que ce soit des collaborateurs, collaboratrices qui vont rester. On part, nous, du principe de la séquence. C'est ce que vous voyez sur la partie de droite, toutes les étapes de la modélisation du dossier. Ce qui va nous permettre de sortir un tableau d'avancement de votre dossier par dossier, avec le résumé, donc quel est le modèle de séquence qu'on a suivi, à quelle date on va terminer, on en est où dans le dossier, quels sont les prochains rendez-vous qui arrivent, et en interne, quelles sont les discussions, les chats que l'on va avoir avec son équipe, ou les notes que l'on va poser les uns avec les autres. Mais du coup, si tous les dossiers sont organisés comme ça, la machine va vous remonter jour par jour votre to-do list automatisée. Puisqu'elle gère toutes les dates de toutes les étapes de tous vos dossiers, bah, ce qu'il y a aujourd'hui, le 11 prévu, pour vous, pour les autres membres de votre cabinet, ou ce que la machine, d'après ce que vous lui avez dit, a déterminé comme étant à faire aujourd'hui, mais vous ne vous êtes pas encore réparti le qui fait quoi, ben on va l'automatiser. Et tous les matins, vous avez le dashboard de ce que vous avez à faire. Évidemment, ça se traduit en agenda si on n'est pas avocat. Agenda synchronisé à Outlook, Gmail, avec de manière dynamique, par jour, par semaine ou par mois, ce que vous avez à faire, le nombre de tâches et le nombre de rendez-vous.
Et vous pouvez personnaliser vos modèles de suivi. Parce que vous travaillez, comme je le disais, pas pareil que votre confrère, que votre consoeur, et certainement pas pareil qu'un confrère ou une consoeur qui fait pas la même activité que vous, pas sur le même marché, en conseil et pas en contentieux alors que vous faites du conseil, etc., etc. Donc vous pouvez enregistrer vos propres process dans la machine pour pouvoir les réutiliser et les répliquer à chaque nouveau dossier. Donc on a investi un peu dans sa standardisation pour répliquer les gains sur chacun des dossiers jumeaux ou cousins qui approchent. Et ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble de tous les dossiers. J'en suis où de tous mes dossiers, les uns à côté des autres. Donc voilà, est-il possible de gagner du temps sur chaque dossier? Ben oui. Et en cumulé, ça fait 3 heures par semaine et par avocat, et une baisse massive du stress et de la charge mentale ressentie par les utilisateurs. Pour prendre rendez-vous, je vous laisse directement dans le chat, c'est Borel, mon collaborateur qui nous suit, qui va vous mettre ça dans le chat directement. Voilà le lien direct pour prendre rendez-vous sur mon agenda en ligne. Comme ça, on est sûr que je suis dispo, on est sûr que vous pouvez choisir le créneau, et on est sûr qu'on pourra parler de votre cabinet, de votre situation, et où je pourrais vous présenter Rubato plus en détail pour être sûr que on voit où est-ce que ça va vous faire gagner du temps. Selon les équipes, les matières, euh, les zones de gain ne sont pas forcément identiques. Et si vous voulez nous retrouver, vous pouvez nous retrouver évidemment sur le site rubato.fr, évidemment sur notre page LinkedIn, Rubato Avocat, et sur le YouTube où vous retrouvez les différents webinars, la chaîne pareil qui s'appelle Rubato Avocat.